Le plan est très simple aujourd'hui. Alors, on va faire en trois parties. Alors, premièrement, écoutez, c'est vraiment formidable d'être là physiquement, quoi. Ça fait pour quelques-uns d'entre vous, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et je ne vous ai jamais vu. Donc c'est bien. Et puis les autres, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble et qu'on ne s'est jamais vu. Donc, bienvenue, bienvenue à Paris. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, je pensais faire trois choses aujourd'hui, dans le temps qu'on a ensemble. Alors, premièrement, je pensais qu'on devrait avoir une interruption sur l'invasion russe de l'Ukraine. Je pense qu'il est important de voir comment penser cette invasion. Je ne sais pas si vous en avez parlé dans tous vos séminaires. Je ne sais pas si vous en avez trop parlé, si c'est la seule chose dont vous parlez, si vous voulez ne plus en parler, mais je pense que ce serait une bonne idée de penser un peu comment est-ce qu'on pense à cette crise, à cette guerre. Une politique révolutionnaire ou d'une politique. Ok. Je vais éteindre mon truc pour l'instant. Bon. Alors, qu'est-ce que pourrait apporter une pensée critique un peu sur cette situation aujourd'hui? Que faire vraiment? Et je pense que ça touche beaucoup sur des questions de la démocratie, ou de l'idée du concept de démocratie dont il faudrait qu'on parle. Donc, premièrement, on va faire une interruption sur l'invasion russe de l'Ukraine. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous proposer quelques conclusions quelques réflexions sur la question des rébellions queer et trans, donc de notre dernier séminaire. Et puis en troisième partie, j'aimerais faire un peu une interlude pour repenser où on en est sur cette question de la philosophie critique au prisme de l'engagement plus révolutionnaire. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est dans ce séminaire? Où est-ce qu'on est dans le séminaire plus large de Révolution 1313? Et donc, d'une certaine manière, c'est presque, pour moi, mentalement, c'est un peu la première fois qu'on est vraiment ensemble. Et donc, ce serait utile, je pense, de se situer. Où est-ce qu'on est dans ce séminaire? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Comment est-ce qu'on peut donc penser à toutes ces questions? OK, donc, bien. Alors, commençons avec la situation en Russie. Et excusez-moi, il faut que je trouve il y a mon ordinateur qui fait des bêtises un peu. Bon, on recommence. Alors, la situation en Ukraine. Premièrement, bien sûr, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ou vos amis sont des étudiants qui viennent de l'Ukraine. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de l'Ukraine ou qui est de la famille en Ukraine parmi nous ici? Parce que je voulais juste être attentif au fait que, bien sûr, il y a une souffrance énorme en Ukraine maintenant, et donc je voulais être attentif aussi. Peut-être que vous êtes de la Russie aussi, ou bien que vous avez de la famille en Russie aussi. Et j'imagine que, étant moi-même américain, je comprends très bien la difficulté d'être dans une situation, d'être dans une situation de l'agresseur. Et
et la dissidence. Donc, je voulais aussi faire une place, une pause pour qui que ce soit d'un côté ou de l'autre de cette guerre qui se retrouve affecté. Bon, bien sûr, je ne suis pas un expert en ce qui concerne la géopolitique, mais comme Étienne Balibar le dit au début de son intervention, je ne crois pas qu'on ne peut, on ne peut pas ne pas parler, on ne peut pas ne pas en penser. Je ne pense pas qu'en tant que théoricien critique ou penseur critique, j'ai particulièrement quelque chose de je ne pense pas que j'ai une perspective importante, hein, mais je ne pense pas qu'on ne puisse pas en parler. Je ne pense pas nécessairement que la critique donne une perspective plus puissante sur cette situation, mais je crois que tout de même, elle donne une perspective. Et aussi, aujourd'hui, quand on en parle un peu, je ne vais pas faire trop d'assumptions factuelles sur ce qui se passe. Je suis moi-même lecteur principalement de la média new-yorkaise, principalement du New York Times, du Washington Post, de la BBC des fois, et des médias américains, ce qui veut dire que bien sûr, je reçois une certaine perspective qui a un certain biais, naturellement, certainement différente, bien sûr, de ce qui est dit en Russie, certainement, puisque ce qui est dit en Russie, je crois, est encore plus filtré et plus censuré que ce qu'on reçoit aux États-Unis. Mais de toute façon, il y a des biais que je comprends bien dans la média américaine. Cela étant dit, il faut commencer, je pense, par refléter sur le fait que le poids de cette guerre sur les citoyens ukrainiens est absolument horrifique. On a une immigration à peu près d'1,5 million, bientôt ce sera 2 millions de personnes qui essayent de sortir de l'Ukraine. C'est assez inimaginable. Et la réalité de ce que ça doit être, d'être en Ukraine aujourd'hui, sans eau, sans électricité, sans Internet, etc., dans cette période qui est froide, je ne peux pas m'imaginer combien c'est difficile. Alors, comment est-ce qu'on peut y penser d'une manière critique et que faire? Alors, je crois que premièrement, c'est assez vrai que le monde se réveille au fait qu'il y a eu un conflit, maintenant une guerre, mais qu'il y a eu un conflit en Ukraine pour au moins les 8 dernières années, et que c'est un conflit armé qui date de plusieurs années. Je crois que le monde commence à comprendre un peu l'histoire de l'Ukraine qui avait toujours été, disons que c'était pas l'histoire compliquée de la souveraineté de l'Ukraine, je pense, a passé par-dessus de la tête de beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui. Et c'est vraiment aujourd'hui qu'on commence à s'attarder un peu sur cette histoire qui est fondamentale pour comprendre la situation. J'imagine que vous vous êtes déjà renseigné un peu sur cette histoire, que vous l'aviez peut-être complètement bien comprise avant, hein, je ne sais pas, mais qu'il est important de comprendre un peu les gros schémas de l'histoire de la souveraineté ukrainienne, je pense, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour comprendre pourquoi, en fait, aucun pays n'est prêt à se battre dans ce conflit. Hein. Et c'est ça qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun pays qui va intervenir d'une manière militaire
dans cette guerre. Pourquoi? Enfin, pourquoi la raison principale, je dirais, c'est que c'est la puissance nucléaire de la Russie. Donc, j'y reviendrai, mais la raison principale pour laquelle personne ne veut déclencher une guerre avec la Russie, c'est que c'est que les Soviets avaient développé une puissance nucléaire, d'armement nucléaire, qui est la plus grande puissance nucléaire du monde, même avant les États-Unis. Bon, alors, il faut bien comprendre ça pour comprendre la situation. Je crois que ça, c'est absolument fondamental. Mais aussi, je pense qu'il faut comprendre l'histoire de l'Ukraine dans le sens de l'histoire de la souveraineté de l'Ukraine pour voir qu'aujourd'hui, la non-intervention, le fait qu'aucun pays ne veut intervenir, reflète que c'est presque, en fait, c'est presque perçu comme une guerre civile interne. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est perçu comme une guerre civile presque? Une guerre civile à laquelle on n'interviendrait pas comme pays étranger. Je crois que c'est la longue histoire de la souveraineté de l'Ukraine que vous connaissez peut-être maintenant bien, que vous ne connaissiez peut-être pas avant, mais dont les grands schémas, c'est que pendant plusieurs siècles, bien sûr, les Russes, les Austro-Hongrois, la Pologne, la Lituanie ont exercé de la juridiction sur le territoire ukrainien pendant plusieurs siècles. Et que l'Ukraine, comme pays, a pris son identité moderne principalement en 1917 avec la formation de la République populaire de l'Ukraine en 1917 à cause de la révolution russe. C'était la première fois qu'il y a eu une indépendance en 1917. Il y a eu de la déstabilisation et de la concurrence pour la souveraineté en Ukraine jusqu'en 1921-22, quand le territoire moderne de ce qu'on appellerait l'Ukraine a été divisé entre l'Ukraine soviétique, qui est devenue une république dans l'Union soviétique en 1922. C'est Lénine qui a formé cette république séparée, vraiment. Et puis l'autre partie de l'Ukraine est devenue polonaise, avec des petites parties ethniques ukrainiennes qui participaient à la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Donc il y a eu une division du territoire, mais la création d'une souveraineté en 1922, et c'est cette république ukrainienne soviète qui, en 1922, avec la Fédération socialiste république russe, avec le Biélorusse, qui était une autre république soviète, avec le Transcaucase, la république Transcaucase soviète aussi, ont formé l'Union soviétique. Faut aussi se rappeler qu'il y a eu la grosse famine dans les années 1930, qui a particulièrement été difficile en Ukraine et qui a été, ça a été une famine qui a tué à peu près entre 6 et 8 millions de personnes, une famine qui beaucoup de personnes ont interprété comme étant intentionnelle, créée par les hommes plus que par la nature,
créé par la politique plus que par la nature. Et bref, l'Ukraine faisait donc partie de l'État soviétique, contrôlé vraiment par l'Union soviétique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont envahi l'Ukraine. Et c'est en fait à cause de cet envahissement et le fait que l'Allemagne que les nazis ont libéré pour certaines personnes l'Ukraine de l'Union soviétique, okay, bien sûr, que Poutine et d'autres peuvent penser que le mouvement indépendantiste ukrainien est un mouvement de nazis. Okay, c'est ce lien qui est fait par Poutine et d'autres pour comprendre comment il arrive donc à parler de l'Ukraine indépendante comme étant des nazis et comment il arrive à décrire l'effort maintenant et la guerre comme une forme de dénazification. Okay? Alors, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, l'Ukraine retourne à l'Union soviétique. Mais c'est cette période d'indépendance, de libération nazie de l'Ukraine sur lequel Poutine met bien sûr l'accent. Et du reste, il a publié un essai c'est assez récemment, je peux vous, j'aimerais vous le donner, je peux le mettre dans le chat, mais vous n'êtes pas sur le Zoom. Comment est-ce qu'on fait ça? On ne peut pas se faire ça. Je ne peux pas vous le donner, là. Non? Par mail. Tiens, Fonda, peut-être que tu pourrais partager ça par mail. Moi, je vais le mettre dans le chat. Je vais le mettre dans le chat. Voici l'article. C'est l'article de Poutine en 2021, en juillet 2021, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui explique l'unité historique de la Russie et de l'Ukraine, avec cette explication, bien sûr, de la nazification. Et enfin, comprenez, il faut mettre des accents sur des scare quotes, surtout, hein, partout, surtout toute cette discussion. Okay? Bon, donc, c'est vraiment sur cette histoire-là que Poutine essaye de démontrer que, en fait, c'est les soviets qui ont inventé la République ukrainienne en 1922, qui ont créé un État fictif, ça c'est l'argument, pour gouverner tout le territoire russe, et donc qui a été suivi à la chute de la guerre, à la chute du mur de Berlin par l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Okay, donc, après la chute du mur de Berlin, l'Ukraine devient souverain, indépendant, et au début très aligné, de très proche avec la Russie. Vous savez qu'il y a eu la révolution orange en 2004, qui a mis au pouvoir Yushchenko, qui essayait de s'allier beaucoup plus avec l'Europe en 2004. Ensuite, sous la présidence de Yanukovych,
le pays est retourné sous un contrôle russe. Ensuite, il y a eu un soulèvement en 2014 qui a fini par l'élection en 2019 de Zelensky, le président de l'Ukraine aujourd'hui. Et que pendant toute cette dernière période, il y a eu des mouvements indépendantistes à l'est de l'Ukraine, dans les républiques de Donetsk et de Luhansk, qui essayent de rejoindre la Russie. OK, bon, c'est une esquisse un peu de l'histoire, mais c'est important de comprendre la manière dont ce pays est devenu un pays souverain et quelle est cette relation avec la Russie. C'est une histoire qui est compliquée, c'est une histoire qui est très idéologique, comme vous imaginez bien. Et je dirais qu'il n'y a aucune manière d'articuler cette histoire qui n'a pas elle-même une certaine direction idéologique. Donc, il n'y a aucun moyen neutre de décrire cette histoire qui n'a pas quand même une dimension idéologique et politique. Je pense que la plupart des Américains, je ne sais pas les Français, je crois que les Français, ils ont peut-être reçoivent plus de histoire européenne quand ils sont au lycée que les Américains. La plupart des Américains ne connaissent pas cette histoire. Et le résultat, je pense, c'est que c'est la première fois vraiment que les gens s'attardent sur ces questions historiques. Bon. Alors, ils sont très importants pour comprendre le contexte. Deuxième chose, c'est que c'est cette histoire qui donne naissance au fait qu'aucun pays n'est prêt à intervenir d'une manière militaire. Tout le monde est prêt à donner de l'assistance humanitaire. Tout le monde est prêt, enfin tout le monde, non, pas tout le monde. L'Europe, les États-Unis et d'autres pays sont prêts à donner de l'assistance humanitaire. Beaucoup de pays sont prêts à imposer des sanctions. Beaucoup de pays sont prêts à donner des armes défensives pour l'Ukraine, mais ne sont pas prêts à donner des armes offensives. Vous savez peut-être que les États-Unis, vous savez peut-être que la Pologne venait de proposer aux États-Unis de déposer tous leurs MiG-jets soviétiques sur la base aérienne américaine en Allemagne. Et vous savez très bien que le président Zelensky est en train de demander pour de l'armement, particulièrement de l'armement des avions de chasse, etc. Les États-Unis viennent de refuser cette proposition. Les États-Unis qui demandaient à la Pologne d'armer l'Ukraine avec des avions d'attaque, etc. Mais les États-Unis ont dit non, c'est inacceptable, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que ça ne marcherait pas qu'il y ait des avions militaires sur la base américaine en Allemagne qui feraient des sorties en Ukraine, parce que ça impliquerait les États-Unis dans le conflit militaire. Les États-Unis sont prêts à donner, et ils sont en train de transporter des armes anti-missiles, right? Pershing Anti-Missile Defense System, c'est des systèmes anti-missiles pour protéger Kiev. On disait autrefois on disait Kiev, mais maintenant je crois qu'on dit Kiev. Mais c'est de l'armement défensif, n'est-ce pas? Et donc, au plus, on peut imaginer
des transferts d'armement défensif, mais en aucun cas est-ce qu'on peut imaginer un pays comme les États-Unis ou un pays européen ou un pays qui fait partie de l'OTAN de donner de l'armement offensif à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que aucun pays n'est prêt à se battre avec l'Ukraine contre la Russie. Et comme je viens de le dire, comme je l'avais dit au début, je crois que c'est pour deux raisons. La première, c'est que la Russie est le pouvoir avec le plus d'armes nucléaires au monde. La Russie a 6257 armes nucléaires, dont 1458 sont actives, dont 3039 sont available, qui peuvent être utilisées. Les États-Unis, ils ont 5550 armes nucléaires, dont 1389 sont actives. Donc la Russie, disons, enfin, on compte là-dedans aussi les armes qui ont été retirées. Si on élimine les armes qui ont été retirées, la Russie a à peu près 4500 armes actives et disponibles. Les États-Unis ont à peu près 3700 armes. Le prochain pays, c'est la Chine, avec 350. La France, en quatrième place, avec 290. L'Angleterre, avec 225. Le Pakistan, 165. L'Inde, 156. Israël, 90. Corée du Nord, à peu près 40. Donc, alors, ce sont les seuls pays qui ont des armes nucléaires, mais il faut bien comprendre que il y a une disparité énorme entre les deux premiers, la Russie qui est 4500 et les États-Unis 3700 et le reste le petit reste du monde qui a des armes nucléaires. La France, donc on est dans les quelques centaines d'armes nucléaires pour la France et pour la Chine et pour l'Angleterre, etc. Right? Donc, avec cette puissance qui est de la héritière de l'Union soviétique et le fait que Poutine semble prêt à utiliser ses armes nucléaires, c'est ça qui vraiment a un effet dissuasif sur tous les autres pays. Mais je pense que aussi c'est une question que cette guerre est perçue et est devenue une guerre interne. Bon, bien sûr, vous savez aussi que ça a à faire avec le fait que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, la Russie s'attaque à un pays qui est indépendant dans ce sens-là, qui n'est pas dans une alliance qui pourrait les protéger. Si la Russie s'attaquait à la Pologne, qui fait partie de l'OTAN maintenant, bien sûr, il y aurait tout l'OTAN comme cible. Et donc, il y aurait bien sûr tous les autres pays. Mais étant donné que l'Ukraine ne fait pas partie d'autres alliances, et étant donné l'histoire de la souveraineté ukrainienne et aussi le fait qu'il y a une histoire pendant les dernières années de combat à l'intérieur de l'Ukraine pour l'indépendance et pour les séparatistes, c'est pour cette raison que ce combat est conçu presque comme un combat interne. OK. Troisièmement, je crois qu'il est assez clair que c'est une violation du droit international et qu'il y a des crimes, enfin, comme définis comme des crimes de guerre. Si on définit les crimes de guerre comme des crimes
qui ont été définies, par exemple, à Nuremberg, donc des attaques contre des civils, etc., il est assez clair que, juste comme la guerre américaine en Irak était une violation claire du droit international, l'attaque russe, la guerre russe en Ukraine est aussi clairement en violation du droit international. Et il est important de faire l'équivalence, je pense, entre la guerre américaine en Irak, en ce qui concerne le droit international, et la guerre russe en Ukraine. Noam Chomsky, dans le texte que je vous avais proposé, est assez clair là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit « L'invasion russe de l'Ukraine est un crime de guerre majeur, au même titre que l'invasion américaine de l'Irak et l'invasion de la Pologne par Hitler et Staline en septembre 1939. » Chomsky dit « Il est toujours judicieux de chercher des explications, mais il n'y a aucune justification, aucune circonstance atténuante. » Je suis d'accord avec Chomsky. D'autre part, juste comme le manque de droit international en ce qui concernait l'invasion américaine sur l'Irak, ça ne semble avoir aucun effet. Le droit international se présente comme impotent ici, donc n'a pas la possibilité vraiment d'intervenir, ni le droit international, je dirais, ni les organisations comme les Nations Unies, en grande partie parce que les Nations Unies, la Russie a un veto dans le gouvernement des Nations Unies. OK. Alors, quatrième chose, je dirais que l'analogie avec la guerre américaine en Irak est importante et doit au moins pour moi, doit présenter quelques cautions. Pour les citoyens américains, je pense, ça demande une certaine équivalence, équilibre, attention. Donc, je ne pense pas qu'on peut, et je pense que c'est compliqué quand on fait la critique, si on est localisé aux États-Unis, parce qu'il faut avoir été contre la guerre en Irak pour être contre la guerre russe. Donc moi, j'étais dans les protestes, j'ai manifesté contre la guerre en Irak, etc. Donc je me sens un peu équilibré. Donc mais je pense que si on ne s'était pas opposé à la guerre en Irak, ça devrait créer du silence ou quelque chose. Et donc, il y a des questions d'équivalence ici. Et je crois que ça, c'est très important. Et je pense aussi qu'un des problèmes critiques avec la question de l'Ukraine, c'est est-ce qu'on est en train de traiter cette agression d'une manière différente parce que c'est un peuple européen, parce que c'est un peuple blanc, parce que c'est un peuple qui, pour la majorité d'entre nous, non, je ne sais pas, presque, pour moi, certainement, me ressemble. OK? All right? Alors, ça, c'est quelque chose, je crois, qui est qu'une perspective critique, je pense, peut nous aider à comprendre et à faire une critique.
il y a eu beaucoup de commentaires dans les médias américains qui étaient vraiment offensifs, racistes, qui étaient vraiment des commentaires comme si ah mais attention, il faut faire mais ça c'est un peuple civilisé, ou ça c'est un peuple européen. Vraiment, il y a des compilations de ces remarques qui sont assez euh, dégoûtantes, hein, de traiter cette situation d'une manière différente. Alors il faut donc être très attentif à cette question, non seulement très attentif à la question de la guerre en Irak, la guerre en Ukraine, comment les comparer, comment les traiter d'une manière similaire. Et c'est encore pire parce qu'en Irak, je veux dire, les taux de mortalité de civiliens en Irak, certaines calculations les ont mis vers 1 million de personnes. Hein. Donc, je veux dire, si vraiment on veut faire de la comparaison, la guerre en Irak, ça a été incroyable en ce qui concerne les effets sur les civilians. Donc il y a ça. Ensuite, il y a cette question de est-ce qu'on traite d'une manière différente une guerre en Europe, hein. Et puis aussi, il faut être attentif aux formes de discrimination qui se passent en Ukraine même aujourd'hui. Donc, vous avez probablement lu et vu qu'il y a, par exemple, beaucoup de discrimination raciale qui est en train de se passer maintenant avec l'immigration. Souvent, les gens qui ne sont pas ukrainiens, qui ne sont pas blancs européens, se font descendre des trains, dire qu'ils ne peuvent pas partir. Et bon, il y a un chaos, bien sûr, qui se fait dans cette évacuation. Et il y a beaucoup de discrimination structurelle qui se réalise dans ces formes d'évacuation. Alors, ça devient... Alors tout ça, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a, est-ce que d'une manière critique, est-ce qu'on évalue par les chiffres de mortalité? Right? Il y a d'autres conflits dans le monde aujourd'hui, dans le Tigré par exemple, où il y a des civiliens qui sont en train d'être victimisés. Est-ce qu'on s'attarde trop sur l'Ukraine parce que c'est un conflit européen, parce que, et aussi à cause des images qui nous font penser à la Deuxième Guerre mondiale, right? Toute cette imagerie des tanks, etc., qui nous font penser à la Deuxième Guerre mondiale, qui sont assez remarquables parce que quand on regarde ces images, c'est presque comme si très peu a changé en fait avec l'armement, la visualisation de la guerre. Je dirais que c'est même étrange. La guerre en Irak ne ressemblait pas autant à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Je crois que parce qu'on avait une vision de la guerre en Irak qui était présentée par l'armée américaine, et l'armée américaine essayait de démontrer un peu le state of the art américain. Donc, vous vous rappelez peut-être, quand la guerre en Irak, c'était vraiment la visualisation des missiles intelligentes, n'est-ce pas, qui avaient des targets très précis. C'était comme precision, c'était du precision, c'est comme un peu precision medicine. C'était la guerre précise. Hein. Bien sûr, elle ne l'était pas, ok, mais c'était comme ça qu'elle avait été présentée. On voyait toujours des images des missiles qui allaient chercher un objectif militaire très précis, etc.
Et il y avait une certaine représentation de la guerre du 21e siècle, vraiment. Ici, en partie peut-être parce que les seules visualisations qu'on a sont des visualisations un peu populaires, hein. Ce sont des gens, des civiliens avec leurs iPhones qui sont en train de partager des images de ce qui se passe. C'est beaucoup plus aléatoire, c'est beaucoup plus… et en fait, peut-être aussi à cause des tactiques stratégiques russes, c'est dur à dire, encore une fois, à cause de l'information qui n'est pas, qu'on ne reçoit pas tellement bien. Ça semble être beaucoup plus arbitraire. Ça semble comme des obus qui descendent dans des endroits un peu, même dans le contexte urbain, non pas, c'est pas de la précision comme on avait, comme était présentée la guerre en Irak. Alors, donc il faut être attentif. Il faut être attentif à toutes ces questions, ce qui, je pense, crée une certaine résistance critique ou crée des problèmes pour intervenir d'une manière critique. Je pense que une des choses avec la pensée critique, c'est que ça met des freins un peu. Donc on ne peut, c'est pas facile de se lancer dans une position parce qu'il faut être attentif à toutes ces questions d'analogie, de discrimination, d'équilibre, etc. Et donc, c'est moins facile de simplement se lancer dans une position sur cette guerre. Gilbert Achcar, dans l'article que je vous ai proposé, propose que, il écrit, l'invasion russe de l'Ukraine est le deuxième moment déterminant de la nouvelle guerre froide dans laquelle le monde est plongé depuis le début du siècle par suite de la décision américaine d'élargir l'OTAN. Le premier moment déterminant a été l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Donc, alors, ça pose la question, est-ce que c'est le second moment? Est-ce que la nouvelle guerre froide dans laquelle on se trouve aujourd'hui a été déclenchée ou bien par l'invasion de l'Irak des États-Unis ou bien par la décision américaine d'élargir l'OTAN. Ça pose la question de la responsabilité des États-Unis dans ce conflit. Chomsky, aussi bien que Ashkar, mettent un peu la responsabilité sur les pays européens, États-Unis, OTAN, qui ont essayé d'élargir l'OTAN, donc qui s'est élargie, bien sûr, jusqu'à la Pologne, jusqu'à très près de la Russie, et qui a donc peut-être présenté un danger pour la sécurité de la Russie, disons. Est-ce qu'on se lance dans cette direction? Quelle est l'équivalence? Quelle est la relation entre l'Irak et l'Ukraine? Ça, c'est une question qui, je crois, qui se pose, qui est assez compliquée. Est-ce que l'invasion de l'Irak était un effort, était un relancement, était un attentat d'élargir la sphère d'influence américaine, qui serait donc en opposition à l'effort de la Russie d'élargir sa sphère d'influence en Ukraine. Okay? Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer?
Alors, euh, c'est possible, mais je pense que c'est trop cohérent de penser que l'invasion de l'Irak était un premier moment de cette nouvelle guerre froide et que l'Ukraine est un deuxième moment de cette guerre froide. Ce que je pense en fait, c'est que, et ce qu'il y a de plus intéressant, pour la meilleure manière d'analyser, je crois, la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est ce que ça montre en fait, c'est que la guerre froide, la vieille guerre froide, la vraie guerre froide des années 50, 60, 70, 80, je pense, n'était pas une guerre idéologique, n'était pas un conflit idéologique entre le capitalisme et le communisme, mais était en fait une guerre, une guerre des sphères d'influence et des sphères de pouvoir. Et je crois que c'est ça qui est clé ici. C'est que l'idéologie a toujours été un masque. Et au moins, une fois que la guerre froide s'est déclenchée, peut-être pas en 1917, peut-être pas pendant les années 20, mais je pense après la Deuxième Guerre mondiale, avec Staline en pouvoir en Union soviétique, une fois que la guerre froide se déclenche, je crois que c'était beaucoup plus au sujet de sphères d'influence et de pouvoir qu'un combat idéologique. Et donc, ce n'était pas vraiment une question d'imposer une forme de communisme plutôt que d'avoir du pouvoir. Et c'était pas tellement une question d'imposer ni la démocratie ni le capitalisme, mais c'était un désir d'avoir une sphère d'influence pour le commerce, pour la politique, pour la sécurité. Et je crois que c'est ce qu'on retrouve ici vraiment avec cette nouvelle guerre froide entre deux pays qui ne sont pas, c'est pas une guerre idéologique du tout. Hein. On est vraiment, le communisme a complètement disparu. La Russie est un pays capitaliste oligarchiste. Je dirais que on les appelle les oligarques en Russie. Je pense aux États-Unis, on les appelle les milliardaires. Mais je crois que vraiment, le concept de puissance individuelle des oligarques, je ne crois pas que en fait, les oligarques ne sont pas tellement différents en Russie que Jeff Bezos ou Elon Musk ou les Koch brothers aux États-Unis, qui sont en fait nos oligarques américains. Ils ont un nom différent, mais je pense que ce sont deux pays qui ont des formes de concurrence capitaliste, étatique, qui sont un peu différents. Je dirais que c'est plus soft aux États-Unis, c'est plus hard en Russie, en ce qui concerne la manière dont l'État intervient dans l'économie pour faciliter un système dit capitaliste, qui est en fait, ce sont en fait des systèmes, je ne les appellerai pas vraiment capitalistes, c'est des systèmes, on pourrait peut-être appeler ça capitaliste d'État, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des différences. Il y a des différences avec les médias, bien sûr.
il y a les différences de la manière dont l'État intervient, avec beaucoup plus de force en Russie, mais aux États-Unis, l'État intervient autant, mais de manière différente, je dirais. Mais ce qu'on a, c'est on a certainement, si on appelle ça la nouvelle guerre froide, ce que ça démontre bien, c'est que l'ancienne guerre froide, c'était beaucoup plus question de pouvoir et d'influence que d'économie politique. Bon, ce qui veut dire que, et je crois que c'est là où on est situé, un peu d'une manière géopolitique, ce sont les sphères d'influence, donc les sphères d'influence d'une part des États-Unis, qui est une sphère d'influence beaucoup plus importante en Europe, des sphères d'influence russes qui semblent être en fait assez limitées. Enfin, c'est assez limité, Bélarus, quelques pays de l'Est anciens, soviétiques, et la Syrie, la manière importante en Syrie, parce que la Syrie est importante dans le Moyen-Orient, et la sphère d'influence chinoise, qui, elle, est très importante en Afrique, par exemple, et qui devient beaucoup plus importante, non pas à travers du militarisme, mais à travers un accroissement des lieux de commerce, des ports, par exemple, d'acheter des parties des ports pour le commerce chinois. Mais je dirais qu'on est je pense on est dans un nouveau monde aujourd'hui, et que c'est ce combat qui se fait en tant qu'influence et pouvoir, qui est évidemment, il y a les deux camps, américains et Europe, Union européenne d'un côté, russe de l'autre, qui se confrontent maintenant. Je crois que Balibar, par exemple, a raison, c'est Balibar et les autres qui proposent que la Chine est moins campiste que les États-Unis et la Russie, et ne veut pas se présenter de cette manière comme un camp contre les autres, mais qui travaille la sphère d'influence principalement à travers les interventions commerciaux slash développementales, mais qu'on fait face à un monde où les vieilles idéologies ne jouent plus. Balibar, comme vous savez, plaide pour comme il écrit, il plaide pour un internationalisme qui passe par le soutien à la résistance du peuple ukrainien, mais aussi à celle du peuple russe dissident. Je pense que pour beaucoup de personnes à gauche, c'est l'occasion pour un certain internationalisme entre les peuples, le peuple ukrainien et le peuple dissident russe. Le problème, bien sûr, c'est si on a un certain internationalisme comme ça, je ne sais pas comment on s'aligne sur
la relation entre le peuple dissident russe et le peuple non dissident russe. Et la plupart, les sondages semblent montrer, les derniers sondages semblent montrer qu'à peu près 2/3 de la population russe soutient Poutine et cette incursion ou cette opération spéciale, comme elle est appelée par Poutine, militaire. Bien sûr, c'est dur de faire des sondages en Russie. Enfin, les sondages sont très durs de toute façon, mais c'est encore plus dur de faire ça dans un pays comme la Russie, où les opinions sont policées durement. Mais c'est le résultat, bien sûr, du fait que les médias sont très censurés. Comme vous le savez, je crois que c'est 15 ans en prison pour, si on appelle cette situation une guerre. Okay. Donc, alors, les questions qu'on pourrait se poser ici, qu'est-ce que peut contribuer la théorie critique? Que faire? Je pense qu'il serait utile qu'on ouvre ça quand même un peu à la discussion, si quelqu'un veut intervenir. Je pense que ce que je vous ai proposé, c'est peut-être qu'est-ce que la théorie critique peut contribuer. Je pense que ce sont des points critiques que je vous ai proposés. Que faire? Je pense que là, le problème est grave et pas clair du tout. Pas clair du tout parce que ouais. Bien sûr, le support humanitaire, bien sûr, l'ouverture des frontières aux immigrants, quelque chose qu'on aurait dû faire beaucoup plus avec l'immigration qui a été causée par la guerre en Irak et l'immigration de la Syrie, etc. Je crois à gauche, il y avait toujours une militance pour l'ouverture des frontières. Je ne pense pas que c'est différent aujourd'hui parce que ce sont des Européens qui sont à la frontière. Je pense que du côté de la gauche, il y a toujours eu une ouverture des frontières, une position d'ouverture des frontières. Certainement, il faut être attentif aux équivalences. Mais c'est pas dire grand-chose. Du support humanitaire, l'ouverture des frontières, c'est pas grand-chose. Soutenir le peuple ukrainien, je veux dire, je sais pas, c'est pas grand-chose. Bon. Réflexion, pensée. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez fait tout ce travail dans tous vos autres séminaires, mais quand même, je pense que c'est une telle actualité qu'il est important en tant qu'elle est la pensée critique au XXIe siècle, de voir ce que ça donnerait dans cette situation qui nous fait face. Oui, si. Tu peux parler un peu plus fort parce que c'est dur. Vas-y. Le collectif militant basé à New York, très investi pour la question de la Palestine. Je pense à Décolonne Express, par exemple, oui. Qui profitait vraiment aussi justement sur la hiérarchie, un peu de compassion, du traitement. Ouais. Il y avait un vrai travail, par exemple, pas forcément de mauvaise sens du terme, enfin, pour réhabiliter le conflit israélo-palestinien et son traitement dans la culture intellectuelle, médiatique, etc. Ouais. Si on est vraiment aux États-Unis, c'est un courant d'économie discoursive, c'est un truc qui est important, par exemple. Ben, disons que c'est, disons que la question
la question palestinienne aux États-Unis est très controversée. Il y a eu beaucoup d'efforts du gouvernement de pénaliser les organisations, les universités, etc., qui faisaient partie du boycott and disinvestment strategy. Et donc, je crois que c'est peut-être la même chose en France, je ne sais pas, mais aux États-Unis, it's very fraught. Et donc, tu as entièrement raison que c'est un des axes de comparaison qui se fait aujourd'hui. Mais en termes de est-ce que ça résonne, ça ne résonne pas tellement aux États-Unis. Le fait est que ça ne résonne pas tellement aux États-Unis, en partie parce que qu'il y a une sévère critique et discipline sur cet axe de conflit politique. Ouais. Oui. Pour ouvrir un peu sur le sujet que tu as annoncé, moi, ce conflit m'a fait remarquer quelque chose. Enfin, moi, je suis engagée pro-palestinienne depuis toujours et j'ai une famille qui est dans la région. Et... Engagée quoi pro-palestinienne, enfin, je fais je boycotte. Okay. Je suis née à peu près. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Et donc, j'ai beaucoup de réseaux sociaux avec des activistes du Moyen-Orient et notamment du Liban et de la Palestine. Et j'ai été assez, je ne sais pas comment dire, intriguée ou quelque chose. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y a un énorme malaise dans les communautés activistes pro-palestiniennes et plus largement le militantisme moyen-oriental, parce que d'un coup, ou moyen-oriental basé en Occident, parce que d'un coup, on a le conflit en Ukraine, ça a mis en évidence le fait que à quel point il y a une indifférence totalement assumée et un manque total d'empathie à l'égard des causes que nous, on défend depuis toujours, en tout cas dont on parle, voilà. Notamment en France, vous disiez que vous ne savez pas comment c'est en France. En France, c'est quand même... je ne sais pas s'il y a un système d'oppression nécessairement des organisations pro-palestiniennes, mais en tout cas, à son avis, il y a beaucoup d'amalgames à ce propos, à propos de l'antisionisme, etc. Et du coup, j'étais un peu intriguée. Moi-même, j'ai ressenti ce malaise et il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais le malaise, c'est quel malaise là exactement? Le malaise, c'est que d'un coup, tout le monde parle de l'Ukraine, qui est une bonne chose. Ouais. Et donc, on veut parler de l'Ukraine aussi. Oui. Et on veut défendre les Ukrainiens. Et d'un autre côté, on se rend compte à quel point cette défense est facile et immédiate pour les Occidentaux. Ouais. Là où nous, on doit se battre pour reconnaître des choses aussi basiques. L'année dernière, il y a eu une guerre à Gaza au mois de mai, qui a reçu très peu d'attention, qui se traitait parfois de manière très dérisoire. Je pense notamment au rapport de Amnesty qui désigne la colonisation d'Israël comme un apartheid et qui a été complètement balayé du revers de la main, comme si l'apartheid n'était pas un mot lourd de signification. Donc il y a eu un malaise où on défend et en même temps, tout le monde ramène nos causes comme comparaison et c'est pas trop le moment de la comparaison non plus parce que c'est dur de dire mais vous êtes en train d'utiliser cette opportunité pour, comme tu disais, faire votre propagande sur le sujet. C'est juste qu'il y a un rapport très complexe dans les deux militants et je sais pas trop comment faire. Non, c'est exactement le problème. Hein. C'est exactement le problème. Je crois que c'est... Je crois que c'est... Enfin, c'est la perspective critique sur ça, non? C'est ça, d'une certaine manière, c'est la théorie critique qui se focalise sur ce problème-là, exactement, je pense. C'est le malaise, en même temps le désir
Mais c'est le même problème avec les États-Unis et la guerre en Irak. Right? C'est comment est-ce que on peut, d'une part, militer contre les atrocités dans une situation comme l'Ukraine, et d'autre part, faire des équivalences, vouloir être attentif aux équivalences. En fait, moi, je pense que ça me... Je pense qu'il y a une espèce d'expérience individuelle, en tout cas moi personnellement, qui suis militante pour des causes environnementales en France et qui est grandi, qui se met en France, tellement pas en évidence la manière dont... Enfin, je trouve que c'est bien pensé avec la question du corps. Vous avez dit c'est des gens qui nous ressemblent. Et d'un coup, on se rend compte à quel point nos corps à nous, de personnes qui ont passé toute leur vie en Occident, sont faciles à balayer et sont faciles à négliger, et à quel point je sais pas, il y a une fracture post-coloniale, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, qui est encore très présente et très opérante, alors même que... Et un des problèmes que ça présente, c'est la question de l'humanité, un peu. La question, d'un côté, de l'humanité qui nous dit nous sommes tous les mêmes, donc une victime est une victime est une victime, mais le fait de nos instincts, je ne sais pas comment les appeler, tribal presque, qui est-ce qui nous ressemble, qui est-ce qui parle la même langue, et c'est vraiment ce conflit-là. Oui, vas-y. Ouais. C'est aussi la discussion d'un état qui est un vrai état. Right. Et le fait que les critères qui sont employés sont des critères absolument à discuter. Je n'ai pas trop de parce que c'est parallèle avec le bâtiment. L'idée d'un état factice, ça revient, c'est quand même un concept, un argument qui revient assez souvent dans la base. Donc en fait, c'est intéressant aussi d'essayer de un parallèle en pandémie, mais de réfléchir à cette idée d'un État qui serait faux, d'une administration qui serait légitime, d'un peuple qui ne serait pas vraiment un peuple. Non, ça se présente exactement dans la situation ukrainienne, c'est toute cette question, est-ce que c'est une souveraineté ou pas, est-ce que c'est une guerre qui s'est présentée comme interne, et le contraste avec la Palestine serait super important de la faire d'une manière critique. Tout à fait, ouais. Tu voulais dire quelque chose? Prendre qu'une intervention, c'est ça ou... Quoi? Prendre qu'une intervention, c'est ça ou je peux parler? Ouais, non, plus rapidement, il y avait c'était là sur je pense qu'il y a permis la question du racisme. On a vu aussi, c'est une vidéo de personnes racisées refoulées à la frontière. C'était quelque chose d'extrêmement choquant, et je pense qu'il y a quelque chose. Et après, peut-être pour prendre moi, ce qui me marque beaucoup sans être un spécialiste de géopolitique, c'est à quel point, pour revenir un peu au débat états-unien, même sur la question israélienne, le passif, il me semble, sur le soutien des États-Unis à Israël, il y a aussi la guerre froide. Donc, Israël soutenait, les États-Unis soutenaient Israël et l'URSS la Palestine. Donc, la Palestine, ça joue beaucoup de choses. Et en fait, dans la continuité de ça, moi, ce qui me frappe avec ce conflit, c'est la totale victoire, enfin, vraiment de septembre, quoi, donc dans l'âge adulte, de l'agenda des faucons néoconservateurs états-uniens, qui ont cherché avec cet agenda qui avait sur faire la guerre en Irak, c'était provoquer d'activer un conflit entre démocratie et les régimes autoritaires, et qui a été de la guerre en Irak, qui a été validé par les printemps arabes,
et maintenant par cette guerre en Ukraine qui force l'Europe de fait à s'armer, qui fait que les Allemands ont mis 2% de leur PIB, qui a créé une armée européenne, et du coup les États-Unis se désengagent. Et enfin, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer parce que sous réserve que l'Europe et les États-Unis ne deviennent pas des régimes fascistes, il y a effectivement une forme de logique de bloc qui se crée et on a un bloc russo-chinois. Et ça, c'est super important, c'est cette transformation, la transformation qui va se passer avec l'Europe, avec l'Allemagne, c'est une transformation énorme pour l'Allemagne. C'est la fin de la post-période de la Deuxième Guerre mondiale, vraiment, pour l'Allemagne. C'est remarquable, c'est la fin. Ils vont devenir, les Allemands, l'Allemagne va devenir militarisée. Elle doit le faire maintenant, right? Et ça, c'est un changement complet pour un pays comme l'Allemagne. En fait, je me suis posé la question si ça fait sens d'analyser ce conflit par le prisme de race ou ressemblance. Parce que j'ai l'impression que le rapport, la question qui fait partie du corps politique de l'Occident aujourd'hui, c'est complètement bouleversé. Et par exemple, pour prendre l'exemple de Taïwan, par exemple, très intéressant, je trouve, parce que j'ai l'impression que Taïwan fait partie du bloc occidental, même s'il n'y a aucune ressemblance, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas sûr si c'est en fait la bonne catégorie d'analyser ce conflit-là, même si ça joue un rôle, surtout par rapport à l'Afrique, j'ai l'impression un continent qui en ce moment fait, je ne sais pas, tout seul en fait dans le jeu international. Ouais. Le Taïwan est un cas particulièrement intéressant aujourd'hui, je pense. Et ça fait pas particulièrement intéressant parce que, en partie à cause de l'évolution au-delà de l'idéologie. Donc, je crois qu'on n'arrive plus très bien à comprendre la concurrence Chine-Taïwan à travers ce qu'il a toujours marqué, qui était de l'idéologie. Donc ça c'est un autre élément très important, je pense. Mais c'est vrai que ça aussi, ça pose des questions sur si c'est juste d'utiliser cette the lens de ressemblance ou de race, right, ok. Bon, je crois qu'on termine, on continue, je pense. Bon, vas-y, une dernière intervention. Très rapidement, j'allais dire, ce serait intéressant de parler ça par rapport à la race, mais je pense que ça aussi c'est limite, et je pense notamment au fait que je trouve que l'attitude actuelle occidentale est très similaire à l'attitude au début de la guerre en Syrie, où il y avait c'est très triste, c'est très dommage, mais on va rien faire. Et du coup, c'est assez étrange cette différence entre. Il y a une grande différence de traitement des Ukrainiens et des Syriens, et en même temps, il y a la même posture de non-intervention politique, médiatique. Ouais. Donc, il faut mettre tous ces phénomènes en rapport. La Syrie serait un autre bon point de comparaison pour essayer de comprendre le présent. Bon, j'espère que... Ah oui, non, mais je sais. Et quand je dis le terme propagande, aussi en fait, c'est même dans leur sens politique, au sens de politique, Ouais.
Ça, je crois qu'on a bien compris. Ouais, ouais. Non, on n'avait pas compris propagande dans le négatif, mais dans le, enfin, présentation idéologique, quoi. Ouais. Dans le sens de Karl Mannheim. Bon, ok. Bon, ben j'espère que ça a été utile quand même. Bien sûr, avant de nous lancer là-dedans, je me suis aussi posé la question si c'est est-ce que je fais ça pour les autres conflits, right? Mais et donc la décision de parler de cette guerre, de faire cette interruption, et bien sûr pourrait être critiquée. Je ne sais pas. J'essaye de faire des interruptions. Enfin, bon, voilà. Bon. Tout de même, il me semble en fait qu'il y a peu de théoristes critiques qui se sont déjà impliqués ou expliqués. Et je pensais que ça valait la peine de lire Chomsky, Balibar et d'autres aussi pour voir de quelle manière la critique s'implique. J'ai en tête de peut-être mettre un panel ensemble de penseurs critiques pour essayer de comprendre comment penser cette situation. Bon, alors, mais je voulais faire deux autres choses et essayons de les faire rapidement. Alors, un, c'est de quelques réflexions en conclusion sur la question de queer et trans rebellion, et puis ensuite de nous situer, où est-ce qu'on en est, ok? Alors, sur cette question de queer and trans rebellion, je pense que aujourd'hui, nous sommes dans une certaine conjoncture historique en ce qui concerne la rébellion aujourd'hui qu'on appellerait queer et trans, mais qui est liée généalogiquement, bien sûr, à la révolution gay des années 70 et 80. Et je dirais qu'aujourd'hui, la rébellion queer and trans est une certaine forme de résistance à la normalisation ou au mainstreaming qui s'est fait avec certaines formes d'assimilation des gay rights, des droits gays et du mouvement pour l'égalité, pour les droits et pour le respect. D'une certaine manière, je dirais que aujourd'hui, ce qui était beaucoup plus révolutionnaire en 1970 est devenu un peu plus normalisé, avec bien sûr le mariage, same-sex marriage, avec aux États-Unis. Maintenant, bien sûr, c'est une perspective un peu occidentale, un peu états-unienne, parce que je comprends très bien que les questions d'homosexualité sont encore très violentes et pénalisées dans beaucoup de pays. Mais d'un point de vue américain, aussi français, je pense, et certains pays de l'Europe occidentale, la question de l'homosexualité a été normalisée en beaucoup de cas. Et donc, la révolution gay a eu cette tendance vers l'assimilation. Hein. Et donc,
de maintenir la possibilité de différence, mais à l'intérieur de l'organisation sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus peut-être pour Trans Rebellion que pour Queer Rebellion, comme je vous avais proposé le Big Bang, la théorie du Big Bang et de l'élargissement des univers de possibilités, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'élargissement trans, beaucoup plus qu'on est queer. On a déjà dépassé le queer, le moment queer, je pense, et on est dans un moment trans aujourd'hui. Mais que le mouvement est une forme virulente de résistance à l'assimilation pour être la frontière vraiment d'une politique de différence aujourd'hui. Et cette politique de différence, en écoutant Jack Halberstam et Jay Gossett la dernière fois, je pense que cette politique de différence est une politique qui est contre une notion individualiste, bien que, et c'est un peu un paradoxe, l'individu demeure important comme acteur, mais pourtant il y a un rejet d'une notion individualisante. Alors, c'est un paradoxe. D'un côté, et c'est le paradoxe qui a à faire en partie avec la notion et les notions de l'individu, particulièrement les notions possessives de l'individu, possessive individualism, de la théorie politique traditionnelle qu'on appelle aux États-Unis liberal political theory. Quand je parle de liberal political theory, je parle bien sûr de la tradition qui vient de Locke, des droits individuels qui a donné naissance à la Déclaration des droits de l'homme et de la femme, right? C'est cette tradition de liberal political theory qui est associée à un certain individualisme possessif, comme le dit Macpherson, right? qui est rejeté par Trans Rebellion. Il faut rejeter, c'est un effort de rejeter une conception individualiste pour plutôt penser à une résistance collective, mais aussi à un monde différent, un monde non pas de droits, bien sûr que bien que les droits soient importants et soient une ancienne manière de penser, mais c'est pas tellement une idée d'avoir des droits que d'avoir une certaine forme de non-gouvernementalité. Il y a un certain aspect, je dirais, anarchique, un aspect de désordre, d'un désir de désordre. Ça, c'est le titre du reste du livre de Jack Halberstam, right? C'est un désir, c'est pas le modèle qui avait été utilisé pour le Gay Rights Revolution, bien qu'une organisation qui est trans-friendly, comme le ACLU, va militer sur la base des droits individuels. Okay? Donc, j'avais commencé le séminaire en parlant de cette situation au Texas qui est absolument atroce, où ils sont en train d'investiguer les parents d'enfants trans qui essaient d'utiliser des médicaments, c'est des hormone blockers pour contrôler, pour limiter la puberté, pour que ça aille moins vite, ou utiliser des hormones pour aider leurs enfants. Toute la médecine
bien acceptée et qui sont, les parents qui utilisent cette médecine sont maintenant en train d'être investigués pour de l'abus des enfants, child abuse. Bon, bien sûr, une organisation comme le ACLU, donc pour les droits de l'homme, hein, va intervenir en utilisant le modèle des droits individuels. Mais je pense que la pensée vraiment de quelqu'un comme Jay Gossett, quelqu'un comme Jack Halberstam, les gens qui sont vraiment à la frontière de la pensée critique sur Trans Rebellion, ils n'utilisent pas du tout, c'est plutôt un acte de démolition, n'est-ce pas, d'essayer de dégouverner, de ne pas être gouverné, d'être ingouvernable. Dans cette tradition un peu, en France, on peut penser au comité invisible. C'est être ingouvernable et d'avoir du désordre plutôt que de l'ordre. Et d'effacer ce côté individuel, je pense, est ce qu'il vise. Il y a un passage extraordinaire dans le blog de Jack Halberstam où il écrit, et bien sûr, et on en a entendu parler beaucoup la semaine dernière, c'est un des efforts qui a été fait, c'est de diversifier la résistance et de diversifier l'histoire de la résistance gay, queer et trans. Et donc, tout l'effort en ce qui concerne l'histoire de Stonewall, c'était de montrer que ce n'était pas simplement des jeunes hommes blancs de bonne famille qui se sont révoltés, ça c'était l'histoire classique, mais que c'était aussi dans le cas de Stonewall, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, qui étaient en fait qui se disaient eux-mêmes transvestites. C'était une identité un peu différente de transgender. Elle se disait femme transvestite. Mais ce qu'il essaye de dire, Jack Halberstam, c'est que même ça, ça fait trop de normalisation de la culture queer, parce que ça démontre encore une fois les actes de certains individus qui peuvent produire quelques résultats. Jack parle que ça rentre dans une compréhension conventionnelle de l'action révolutionnaire. Et ça, c'est très intéressant. Cette idée bien sûr, fondamentale à la théorisation critique, qu'est-ce que la révolution? Mais c'est une résistance aux narratives traditionnelles de ce qu'est la révolution. Des actes de certains individus qu'on peut identifier, on peut identifier ces individus, on peut regarder leur biographie, on peut voir où ils ont fait de la résistance. Et cette manière de penser différemment à la résistance, à la révolution, est très proche de ce qui anime ce séminaire, qui est d'essayer de penser aussi à la résistance à travers la collectivité, non pas des individus, mais de penser à des moments de résistance, des groupes de résistance, et non pas de faire des biographies traditionnelles, mais d'essayer de voir comment les gens arrivent à penser ensemble, à faire la critique ensemble, la critique et praxis ensemble. Alors, cette notion d'ingouvernabilité,
de wildness. Je ne sais pas comment on dirait ça en français. Ouais, je n'arrive pas à traduire ça d'une manière qui n'est pas problématique. Donc, je vais laisser ça, wildness. Au fait de déconstruire le monde qu'on connaît, n'est-ce pas? Ce sont ça les objectifs. Et je crois que c'est là, vraiment, on est à la frontière de la pensée critique quand on est là avec les Trans Rebellion. L'objectif n'est pas l'assimilation, l'objectif n'est pas de disparaître dans le mainstream, mais plutôt de rester différent et de devenir une force. Cette notion de becoming numerous, de devenir un grand nombre pour avoir plus de pouvoir politique, pour avoir plus de protection à travers la numérosité, de se faire présent et de ne plus se cacher, mais de se retrouver avec d'autres. Non pas simplement en ajoutant quelques individus, non pas en faisant quelques biographies, mais en essayant de retrouver et de trouver des nouvelles manières de penser la collectivité et l'organisation collective. Bien sûr, c'est du travail qui est très difficile parce que ce n'est pas le modèle typique de prendre le pouvoir. Ce n'est pas le modèle typique de prendre le pouvoir étatique. C'est encore une rébellion qui est beaucoup trop encore qui n'est pas assez numéreuse, qui est encore trop marginalisée pour imaginer même prendre le pouvoir étatique. Et c'est ça en partie qui rend ces engagements et ces mouvements particulièrement intéressants. On est vraiment dans le contexte de la rébellion. On peut utiliser le mot, beaucoup de gens avaient utilisé le terme révolution dans le contexte gay revolution pendant les années 70. Mais je crois que vraiment dans ce contexte trans, on est dans un contexte de rébellion, de résistance qui ne peut pas envisager de prendre le pouvoir, mais qui envisage une différente manière d'exister et de vivre. OK. Alors ça, je pense que c'était ça d'important dans cette intervention sur Queer and Trans Rebellion. Mais ça nous laisse où? Alors, ça nous laisse où? Alors, je voulais juste retracer un peu où on en est dans ce séminaire. Alors, comme vous savez, ce séminaire est né d'une critique de la théorie critique, une critique qui a été formulée très bien par Biodun Jeyifo. Et c'est la critique, c'est que même si vous allez vous tourner vers la théorie critique pour penser la praxis, pourquoi est-ce que vous lisez toujours des philosophes académiques? Voilà. C'était vraiment ce point de départ qui nous a lancés dans ce séminaire cette année. Si on va vraiment penser la praxis, pourquoi pas lire Lénine, Che, Luxembourg, Ho Chi Minh et d'autres? Et c'était ça qui avait formulé la première question, qui était en fait, quelle est la différence vraiment entre un penseur ou une penseur comme Rosa Luxemburg et quelqu'un qui se situe dans l'académie entièrement? Et je pense que en fait, c'était... moi, j'avais pris cette critique, je m'étais vraiment mis
dans cette critique pour vraiment essayer de penser quelle est la différence et pourquoi pas privilégier les penseurs plus révolutionnaires. Pas nécessairement de dire qu'ils sont de faire une évaluation normative, mais de se dire pourquoi est-ce qu'on passe tellement de temps, enfin dans tous les séminaires où je suis, pourquoi est-ce qu'on passe tellement de temps sur Hannah Arendt et Foucault, Adorno, et pourquoi est-ce qu'on passe tellement peu de temps vraiment avec ceux qui ont transformé le monde. Pourquoi ne pas privilégier ces penseurs-là? Qu'est-ce qu'il y aurait de différence? Comment est-ce que leur propre implication personnelle change leur travail? C'était ça les questions qui nous ont motivés dans ce séminaire. Comment est-ce que le fait que Fanon faisait partie du FLN change son texte? Est-ce que ça change simplement le fait qu'on pense qu'il y a plus de légitimité à sa position, ou est-ce que ça change quelque chose complètement? Bien sûr, Fanon était plus expert sur le colonialisme que Sartre, parce qu'il vivait le colonialisme. Mais plus que ça, est-ce que ça changerait le produit, la théorisation, les théories? Et puis, bien sûr, une autre question qui se posait au début, c'était qu'est-ce que c'est que cette question de praxis? Comment est-ce que c'est simplement différent de parler de stratégie ou de tactique? En d'autres mots, est-ce que quand on cherche, quand on va chez les penseurs qui ont eu des effets révolutionnaires, est-ce que c'est simplement qu'on est en train, est-ce qu'on est en train de regarder leur théorisation et leur pensée sur la praxis, ou est-ce qu'on est plutôt face à de la pensée stratégique, pratique, dans un certain contexte, plutôt qu'une pensée théorisation de la pratique. Bon, alors, et je dirais qu'au début, une des conséquences, un des résultats, c'était de théoriser la notion de collectivité, et en contraste avec la notion isolée de l'individu penseur. D'une certaine manière, une fois qu'on se tourne vers les pratiques et vers la praxis et la pensée de la praxis, je crois qu'on retrouve beaucoup plus de pensée collective, qu'il y a beaucoup plus de conversations. Disons que il y a certainement un sens d'entreprise collective pratique qu'on retrouve. Bien sûr, dans la théorisation académique, on est toujours en train de se mettre dans un contexte intellectuel et on est en conversation avec les textes, etc. Mais c'est plutôt une différente forme de collectivité, une différente forme de conversation qui se passe. Mais ces questions-là, elles ont mené à quelques autres hypothèses. Une hypothèse, ça a été qu'il fallait peut-être penser aux conditions matérielles de la production de la théorie critique et de la praxis. Et que donc, une des différences possibles, c'était où se trouve et quelles sont les conditions de production des écrits, où se trouvent ces individus, et quels sont quel est le contexte dans lequel ils se trouvent pour produire leur travail.
Et je crois là qu'il y a des vrais effets. Si on s'entoure dans un milieu académique, peut-être bourgeois, il y aurait des effets plutôt que si on se retrouve dans un milieu beaucoup plus activiste, populaire. Et donc, il y a toute l'importance de d'où on produit, avec qui on est en conversation. Ce sont des choses qui ont des effets sur nos productions. Mais l'autre aspect, ça a été que il est difficile aujourd'hui de lire des textes historiques dans des contextes historiques entièrement différents, je pense. Et ça parle moins bien au présent. Et donc, vous me donnez 5 minutes et je finis. Hein. Excusez-moi d'aller un peu plus longtemps, mais il y avait un délai au début. Là. De lire Nkrumah aujourd'hui dans un contexte complètement différent est assez difficile d'en tirer des réflexions pour notre propre pratique. Et en partie, je pense que le problème là, c'est vraiment c'est le fait qu'on est en train de sélectionner sur la variable dépendante. Vous savez, en sciences sociales, le grand problème de beaucoup d'études, c'est quand on sélectionne sur la variable dépendante. En d'autres mots, on choisit le groupe de résultats qu'on veut étudier, les instances où la négociation diplomatique a produit un bon résultat, pour ensuite essayer de comprendre qu'est-ce qui a produit ça, quelles sont les variables. Vous savez, enfin, en sciences sociales, on utilise les variables indépendantes pour expliquer les variables dépendantes, mais d'une certaine manière, quand on sélectionne Nkrumah, Mao, Fidel, Ho Chi Minh, par exemple, on a sélectionné sur la variable dépendante. On a sélectionné les praxis qui ont marché, en guillemets, bien sûr. On a sélectionné les théoriciens qui ont réussi à faire une révolution. Et donc, on n'a pas sélectionné tous les autres penseurs. Et donc, il y a un problème quand on fait cette sélection, particulièrement parce qu'on se trouve dans un contexte et dans une conjoncture historique tellement différente aujourd'hui. Ce que je dirais, c'est que une des choses que j'ai appris cette année, c'est que peut-être que la praxis, en fait, a une temporalité complètement différente que la critique. La praxis est située dans une conjoncture unique, un moment où il y a des opportunités qui arrivent. C'est très souvent, ce n'est pas attendu. C'est quelque chose, c'est une opportunité à laquelle on ne s'attendait pas, qui crée la possibilité pour de la praxis. Vous savez, d'une certaine manière, le président Zelensky, je ne sais pas, le pauvre, je veux dire, c'est pas enviable, hein, mais je veux dire, il aurait pu descendre, il aurait pu ne jamais avoir ce rôle, le rôle qu'il a aujourd'hui. C'est inattendu quand même. C'est pas comme si on ne savait pas que ça allait se passer de cette manière-là. Il a développé une praxis, je dirais, importante aujourd'hui. Il pourrait avoir un rôle important dans le déroulement historique, non seulement de l'Ukraine, mais de l'histoire. Hein.
s'il survit cet épisode, j'imagine qu'il doit faire très attention à sa propre vie maintenant, mais s'il survit cet épisode, j'imagine qu'il pourrait avoir un rôle très important pour des questions de gouvernementalité. Hein. Mais ce n'était pas attendu, c'était une situation unique, une conjoncture, et la temporalité est différente ici. C'est de l'improvisation souvent, hein, et le succès est assez arbitraire dans une situation comme ça. Et je pense que ça, c'est très différent de la théorisation critique. La temporalité, l'improvisation, l'historique, la conjoncture, c'est très différent. Et la temporalité de la critique s'étend sur des siècles. On est là en conversation avec Marx, etc. Mais c'est fondamentalement différent de la temporalité de la praxis. Ce qui fait que pour essayer de penser à ces questions, je crois qu'il faut se retrouver beaucoup plus dans le présent. Et c'est là où vraiment ce séminaire a évolué, n'est-ce pas? Il a évolué vers Critical Race Theory, c'est vraiment dans le présent, Queer and Trans Theory. On va aussi étudier avec Sarah Haley Abolition Feminism. On va faire quelque chose avec Gayatri Spivak sur la révolution permanente, mais je pense que ce séminaire qui s'était au fond posé la question de la différence entre la théorie et la pratique a été poussé par ces questions vers le présent, pour essayer de comprendre vers le présent, parce que il y a une telle différence de temporalité entre la praxis et la critique. Bon, immédiatement, ce qui va se passer, donc, la semaine prochaine, je vous ai donné des lectures, on va étudier le dernier grand débat, peut-être le dernier grand débat historique, qui pourrait nous intéresser et qui, je crois, qui est absolument fascinant pour nous, c'est le grand conflit à l'intérieur de l'école de Francfort, qui n'est jamais vraiment traité, parce qu'on parle toujours des différentes générations de l'école de Francfort, de Horkheimer et Adorno, ensuite de Habermas, ensuite de Axel Honneth, ensuite Martin Zarr. Mais en 1968, il y a eu presque un autre départ pour l'école de Francfort, et c'était avec Hans-Jürgen Krahl et les autres membres de la SDS et le mouvement des étudiants. Et d'une certaine manière, quand on pense à l'histoire de l'école de Francfort, ça disparaît complètement. C'est une branche, un arbre de l'arbre qui a été un peu coupé. Enfin, Krahl, il meurt 6 mois après, très jeune, à 27 ans, dans un accident de voiture. Et donc on n'en parle pas. Mais je pense qu'en fait, c'était un conflit exact entre théorie et praxis. Vous allez voir dans les lettres d'Adorno et de Marcuse, etc., c'était vraiment un conflit. Parce que malheureusement, Adorno a appelé les flics quand les étudiants ont occupé l'Institut. Donc, c'était vraiment un moment de conflit. Donc, ça va être un peu historique, mais je crois que ça sera super intéressant et nous donner une possibilité d'une vision très différente de l'école de Francfort. Et puis après ça, on ira beaucoup plus aussi dans le présent. Je crois que inévitablement, ce séminaire, il doit se poser dans le présent à cause de cette question de la temporalité différente de la praxis. OK. Bon, excusez-moi d'avoir pris plus de temps. Je suis ravi de vous voir.
Ravi que vous aussi sur Zoom êtes là. Merci de nous avoir suivis. Mais je suis vraiment ravi de vous voir en réalité. C'est remarquable. Bon, j'avais commencé à penser que j'allais jamais revenir en France. Bien, donc on se retrouve ici mercredi prochain, ok? Ok. Et puis la semaine d'après, je ne sais pas ce qu'on va faire, ça va être à Francfort. Si vous voulez venir à Francfort, ce sera à l'Institut. Ce sera un mardi, hein. Mardi 22. Et puis, on verra ce qu'on fait mercredi. Ok. De toute façon, la prochaine fois, c'est ici, mercredi prochain.